Pourquoi c'est si difficile de lâcher ton téléphone ? On sait tous aujourd'hui qu'on passe beaucoup trop de temps sur nos écrans, sur nos téléphones, et qu'on devrait être capable de décrocher. Pourtant, au moment de le faire, impossible. Dans cet épisode, on plonge au cœur de notre relation aux écrans, entre addiction, pression sociale et besoin de ralentir. La spécialiste en bien-être numérique Laurie Michel nous informe sur la dépendance numérique et ses mécanismes. J'ai perdu mon téléphone et je l'ai perdu lors d'une soirée. Et j'ai passé une nuit absolument abominable à avoir le syndrome de la sonnerie fantôme et tout. Là. Oh, wow, j'ai passé 48 heures sans mon téléphone, puis c'était vraiment des symptômes de sevrage. Avec Emmanuel Parent, on apprend comment poser des limites claires et saines dans un monde où être disponible 24/7 est devenu la norme. C'est pas vrai qu'on est disponible, on est accessible par notre téléphone, mais on n'est pas nécessairement disposé à répondre rapidement. Et enfin, Madeleine et Maxime, adeptes du slow living, nous partagent leurs clés pour en reprendre le contrôle et réapprendre à vivre pleinement. En tant qu'humain, on est arrivé au bout de la vie. T'sais, on peut pas aller plus vite, là, les êtres humains, là, que ce qu'on vit en ce moment. On est au bout de la vitesse humainement possible. Oui, là, ça pète. Là, ça pète au frais. Sommes-nous encore maîtres de notre attention ? Comment retrouver un équilibre face à cette omniprésence du digital ? Et est-il encore possible de ralentir dans un monde où tout va toujours plus vite ? Avant de te séparer de ton téléphone, pense à t'abonner et à liker cet épisode. Ça nous aide énormément. Allez, prêt à reprendre le contrôle ? C'est parti. Bonne écoute. Les gens ont envie de se déconnecter, ils ont conscience que c'est important. Puis moi, la première, honnêtement, je sais à quel point c'est important de se déconnecter. Mais quand j'arrive sur le moment, j'y arrive pas. Mais il y a plusieurs, on va dire, facteurs. C'est certain qu'il va y avoir ton profil individuel, donc ta relation avec la technologie. C'est certain que ça va venir influencer le rapport que tu as avec le téléphone. Hein, je le mentionnais tout à l'heure, là, 75%, on appelle ça la nomophobie. C'est une expression anglaise, no mobile phobia. Donc, c'est vraiment la peur d'être séparé de son téléphone. À l'échelle mondiale, on parle de 70% des gens qui ont un téléphone dans les mains qui souffriraient de nomophobie. Donc, on a encore comme un détachement vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que non, c'est pas vrai. C'est parce que moi, que moi, je l'ai fait pendant des années. Là, genre, je le sais, je les connais toutes vos excuses. Je les connais toutes. Mais c'est vrai que le rapport individuel à la technologie, c'est certain que ça va avoir un impact parce que on n'a pas mis en place des habitudes qui soient peut-être saines par rapport à un contrôle, en fait, de cet accès à la technologie parce que notre cerveau a assimilé le téléphone à une gratification immédiate. Après, je te dirais que moi, je le découpe en fait en 3 axes. Après, tu as l'axe organisation. Donc, dans quelle culture d'entreprise on va évoluer? Parce que c'est certain que si on a un boss qui s'attend à ce qu'on réponde rapidement, qui nous écrit le soir, il veut pas qu'on réponde, mais il nous écrit quand même, c'est certain que ça va amener une certaine pression à la personne et il va y avoir une culpabilité, il va y avoir tout un tas de choses qui vont se passer dans sa tête en fonction aussi de son rapport au travail qui va faire que la personne va peut-être se connecter. Et ensuite, il y a l'angle sociétal qui est, on va dire, comme des règles non écrites qu'on a un petit peu mis en place avec la technologie. Pourquoi tu me réponds pas? T'as un téléphone. Pourquoi tu réponds pas à ton appel? Pourquoi tu me réponds pas immédiatement? Donc, tout ça aussi, cette espèce de disponibilité numérique aussi que parfois on s'impose soi-même. Mais c'est parce que c'est très insidieux. Tu disais, on a peur de lâcher notre téléphone, on veut pas lâcher notre téléphone, mais je pense qu'on s'en rend pas compte qu'à un moment donné, ça bascule. Comment est-ce qu'on peut se rendre compte? Parce que tu parlais d'addiction, Comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on est peut-être addict? Est-ce qu'il y a des signes, des symptômes, des comportements? Le premier, c'est vraiment la séparation physique. Et là aussi, j'aurais tellement d'anecdotes à te raconter, mais on va essayer de couper ça court. Mais moi, j'ai perdu mon téléphone et je l'ai perdu lors d'une soirée. Et j'ai passé une nuit absolument abominable à avoir le syndrome de la sonnerie fantôme et tout. Là. J'ai passé 48 heures sans mon téléphone, puis c'était vraiment des symptômes de sevrage. C'était vraiment assez fou. Donc, la séparation physique, je dirais, est quand même la première des questions qu'on peut se poser. Est-ce que je suis capable de me séparer du téléphone pour plusieurs heures, de sortir, par exemple, à se dire que c'est correct si on sort, puis qu'il y a d'autres gens autour de nous, que si jamais il arrive quelque chose, il y a aussi ça, là. C'est qu'aujourd'hui, on assimile le téléphone à « oui, mais s'il arrive quelque chose de grave », comme si l'humain n'avait pas survécu toutes ces dernières années sans téléphone. Le téléphone, c'est quand même une invention. Le téléphone qu'on a dans les mains, là, intelligent, il est récent. On est beaucoup aussi dans
cette espèce de peur qui va toujours arriver quelque chose de grave ou la peur de manquer quelque chose. Donc, on le considère aussi comme un partenaire. Un partenaire peut-être électronique de notre vie. Donc, c'est certain que ça vient nous mettre au défi, en fait, de se déconnecter de cet accès à tout. Tout à l'heure, tu parlais du contrôle. Tu disais, il faut reprendre le contrôle, mais selon toi, on l'a perdu dans un sens avec tous ces écrans-là. Ah oui, mais en fait, je pense qu'on l'a perdu. Je pense qu'on nous a invités à le perdre. Parce que, genre, appelons un chat, là. La technologie, la façon dont elle a été conçue est certainement un basculement vis-à-vis du capitalisme aussi qui va aujourd'hui. On peut faire la comparaison, par exemple, avec l'alimentation aussi, où aujourd'hui, on a un accès à l'alimentation qui est transformée, modifiée. On sait qu'elle impacte notre santé. On sait qu'elle peut causer des maladies, qu'elle peut aller jusqu'à des problèmes très graves, mais c'est légalisé. Et aujourd'hui, on a une technologie pareille qui a été conçue avec des modèles vraiment de dépendance programmée, où vraiment on sait comment ils ont mis en place ça. Il y avait un laboratoire en Californie qui s'appelait Dopamine Lab, qui était spécialisé dans les stratégies numériques pour enclencher des habitudes chez les utilisateurs et faire en sorte, en fait, qu'ils restent en ligne. Donc, je pense que c'est un dérapage de tout ça. Donc, oui, on a perdu le contrôle. Est-ce que c'est notre faute? Non, parce que je pense qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec une technologie qui est fantastique et remettons l'idée, c'est pas de la diaboliser. Elle va rester avec nous. Elle va certainement nous amener tellement de choses merveilleuses encore. Puis moi, je rappelle toujours que l'idée, c'est pas de la diaboliser, c'est juste de s'éveiller sur ces angles-là de la technologie parce que ça peut avoir des effets néfastes sur nous. Mais je pense que oui, il y a une perte de contrôle, mais qui a été poussée. Il y a cette vraiment automatisme de tout de suite, dès qu'il y a un moment libre ou un moment mort, genre, un peu plus plate, genre, il me manque quelque chose. Tu sais, il y a cette sensation de manque, genre. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça, vraiment. Tu sais, mettons, j'y vais en 2 phases d'explication. Une première sur les relations sociales où peut-être qu'on est habitué. Tu sais, si on sait que nos amis nous écrivent, on est sur des group chats, des conversations de groupe qu'on est habitué. En tout cas, moi, ça, c'est plus mon cas. Je sais que je vais avoir des messages, puis la petite satisfaction de quand tu vois que tu as un message, même s'il est absolument pas urgent, ben on dirait que je vais aller vérifier. Donc, on a cette habitude-là d'aller regarder souvent, puis aussi de parfois être... En fait, il y a comme une nouvelle norme où on est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais en fait, c'est pas vrai qu'on est disponible. On est accessible par notre téléphone, mais on n'est pas nécessairement disposé à répondre rapidement. Mais j'avais regardé une étude où ils regardaient les interruptions au travail des personnes, des travailleurs sur des ordinateurs. C'est des personnes qui ont un travail de bureau. Puis, en fait, plus de la moitié des interruptions où ils allaient regarder leur téléphone, c'était des auto-interruptions. C'était pas une notification, c'était pas un nouveau message. C'était vraiment, comme tu le nommes, quasiment comme un réflexe où on vérifie. Fait qu'il y a ça d'un côté. De l'autre côté, puis là, je suis pas une spécialiste de l'attention, mais dans les études que j'aime vulgariser, c'est que le numérique nous amène à faire beaucoup de multitâches. Ben, le multitâche, ça n'existe pas vraiment, en fait. C'est qu'on fait plusieurs choses en même temps, c'est qu'on alterne notre attention en différentes choses. Donc, si je regarde un film, puis là, je regarde mon cell un peu, je le repose, je faisais pas vraiment les deux en même temps, j'alternais. Puis, quand le téléphone il est dans notre vue, ben juste ça suffit à nous déconcentrer quand il est dans notre champ de vision. Puis, il y a des chercheurs qui ont fait une étude, par exemple, avec des petits tests cognitifs, genre, tu sais, les petits tests QI, là, un petit test comme cerveau. Là. Puis ils l'ont fait avec 3 groupes différents. Le premier groupe faisait le petit test avec le téléphone sur le bureau. Le deuxième faisait le test avec le téléphone où il est habituellement, fait que dans ta poche ou dans ton sac à dos. Et le troisième groupe, ben, le téléphone était carrément hors de la pièce. Et puis, ben, sans surprise, ceux qui ont le mieux performé, c'est ceux dont le téléphone était hors de la pièce. Puis ceux qui ont moins bien performé, c'est ceux dont le téléphone était à la vue. Mais personne là-dedans touchait son téléphone. Donc, on se demande c'est quoi la science derrière qui explique que juste voir le téléphone nous déconcentre. Donc, d'abord, oui, peut-être qu'il y a eu des interruptions, des notifications. Mais en fait, juste le fait de le voir, c'est que notre cerveau, il va planifier l'action. Fait que s'il se met à s'ennuyer, il va planifier d'aller prendre son téléphone pour le regarder. Même s'il sait qu'il veut pas l'utiliser. Puis, l'exemple qu'on utilise pour ça, c'est disons que nous deux, en ce moment, il y a
il y a un bol de chips là, entre nous deux. Ou genre, tu t'en vas chez quelqu'un souper, puis il y a genre un bol de chips, puis t'es comme, c'est correct, j'en mangeais un peu, mais à un moment donné, t'es comme, je veux pas me couper l'appétit pour le repas. Ouais. Ça y est, j'arrête. Mais le bol de chips est encore à ta vue. Puis ton cerveau continue de planifier ta main qui se rend, qui saisit la chips, qui la croque, qui c'est bon, genre, c'est satisfaisant, t'as de la dopamine, genre, tu sais, t'es content. Donc, à un moment donné, si on est distrait, ben, on n'est plus capable de dire non. Puis là, next thing you know, t'as des chips dans la bouche, puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Donc, le téléphone, c'est un peu ça. C'est qu'on on prévoit de prendre le téléphone. Donc, quand on le met carrément dans une autre pièce, ben, ça peut aider à juste au moins limiter cette distraction-là. Donc, mettons, prochaine fois, t'écoutes un film, là, si tu veux être sûr de pas prendre ton sel, de le mettre loin, ou moi, je fais ça des fois, je le pitch loin. Je suis comme s'il est loin, il est pas de ma portée de bras, je vais pas le prendre. T'sais. Mais c'est super intéressant. En gros, ça veut dire que parce que le téléphone, il est à notre vue, ben, on a l'envie d'aller le chercher. Donc, en fait, ça nous coupe notre attention automatiquement parce que ben, il est là et on le voit, en fait. C'est ça. Puis, tu sais, il y en a des chercheurs qui vont dire, qui se demandaient est-ce qu'on est accro au téléphone, tu sais, comme l'appareil. Mais en fait, c'est aussi qu'est-ce que l'appareil veut dire pour nous, tu sais. C'est si tu te mets... est-ce que j'ai un message de quelqu'un? Est-ce que j'ai un message d'un ami? Si je fais un petit test, c'est comme, est-ce que je peux aller vérifier la réponse? Est-ce que, tu sais, le téléphone nous permet tellement de choses. Ouais. C'est comme quand tu te mets à fréquenter quelqu'un, là, genre que potentiel amoureux, puis tu sais qu'il y a peut-être un message que tu vas recevoir, tu sais, tu vas vérifier tes textos, puis là, quand tu vas voir que c'est le nom de la fameuse personne, t'es comme « Oh my God, il m'a écrit », genre, elle m'a écrit. Donc, le téléphone ne devient pas un appareil neutre, c'est genre « Oh my God, il me connecte peut-être à cette vie de rêve avec cette personne que j'ai rencontrée vendredi soir. » Mais bon, c'est toute l'expectative, genre. Oui, c'est ça. Je comprends, ouais, tout à fait. Ouais, parce que le téléphone en lui-même, c'est un téléphone. S'il y avait juste nos photos dedans, ben, ça serait pas la même chose que genre avec toutes les applications qu'on a et qu'on a toutes les possibilités du monde à l'intérieur. En tant qu'humain, on est arrivé au bout de la vie. T'sais, on peut pas aller plus vite, là, les êtres humains, là, que ce qu'on vit en ce moment. On est au bout de la vitesse humainement possible. Oui, là, ça pète. Là, ça pète aux frais. On pète tout. On pète tout aux frais. Comme, il y a nulle part où aller, il y a juste le mur, là. C'est le maximum. Alors, puis il arrive à 40 ans. Tu sais, on appelle ça la crise de la quarantaine, mais c'est parce que la vingtaine, la trentaine, on dirait qu'on est encore capable. Mais là, tu mets des enfants, puis là, t'arrives à 40, puis bang! C'est le mur. Oui. Puis aussi, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des gens de plus en plus jeunes qui frappent le mur. Parce que ils vont ça commence encore plus vite que nous, on allait quand on avait cet âge-là. Parce que c'est possible. Puis, l'hyperconnexion, tu sais, les réseaux sociaux, le téléphone, nous empêchent d'avoir des moments de présence. Parce que tous ces moments-là où tu es pas connecté, ben c'est une opportunité de connecter avec ton corps, avec ta pensée, d'apprendre à te connaître. Mais si t'es toujours connecté, t'es toujours branché sur quelque chose qui tire à l'extérieur de toi. Premièrement, comment tu peux apprendre à te connaître? Deuxièmement, comment tu peux te connaître? Comment tu peux t'aimer si tu te connais pas? Je sais pas. Donc, comment tu peux te protéger si tu t'aimes pas? Alors, tu vas dire oui à tout. Tu vas continuer à foncer. Oui! Puis aller vite, 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 vite parce que ta seule gratification, la façon dont tu te nourris, c'est en ayant des succès extérieurs. Puis, ben, tu frappes un mur, puis il y a des dépressions, des burn-out, etc. Alors, tu sais, de s'arrêter, de déposer le téléphone, de regarder dehors, d'observer les gens, c'est toutes les petites choses qui semblent banales, mais qui nous permettent d'apprendre à se connaître puis d'avoir une vie intérieure un petit peu plus riche, tu sais. La spiritualité, ce n'est pas nécessairement, tu sais, c'est pas relié aux religions, la spiritualité, ça peut être très laïque. Mais ce monde intérieur-là, ces réflexions-là, c'est notre spiritualité. Puis, pour être un être humain équilibré, on a besoin de ces moments-là, ces moments de calme-là, d'apaisement-là. Tout à fait, oui. Et je veux rebondir là-dessus, Maxime. C'est vrai que cette hyperconnectivité... J'écoutais un épisode de podcast hier là-dessus, justement, qui parlait du fait qu'aujourd'hui, c'est pas tant le téléphone en lui-même qui pose problème. C'est le fait que nous, on soit pas capable de ne pas prendre le téléphone et que ce soit devenue... En fait, toutes ces distractions, on n'arrive pas à se poser devant sa fenêtre et de juste regarder l'extérieur, soit parce que le fait de ne rien faire nous fait du mal et qu'on n'est pas capable de dealer avec cette
souffrance et cette difficulté qu'on peut avoir. Et du coup, on est à chaque fois dans les distractions. Et le fait, je pense, de travailler énormément ou d'être tout le temps dans l'hyper-performance, c'est une distraction aussi. Et on se rend pas compte qu'on est peut-être en train de fuir quelque chose, une émotion, quelque chose qu'on n'a pas envie, en fait, d'affronter. Et je pense, en effet, que le slow living, ça peut vraiment nous permettre là de non seulement ralentir notre quotidien, mais aussi peut-être se poser les bonnes questions de, comme tu dis, qui je suis, et apprendre à s'aimer et juste vraiment se reconnecter à soi et ensuite pouvoir se reconnecter aux autres. C'est vraiment une décision qu'on doit prendre, se dire je vais faire de la place pour la connexion avec moi-même dans ma vie et je vais aller m'asseoir dans peut-être mes douleurs, mes colères, ma tristesse. Puis on en parle dans le livre aussi. D'ailleurs, parenthèse, on parlait de faire une détox digitale là, en 2016. En 2018, quand on a lancé le livre, là, on parlait déjà de enlève ça de ton téléphone, tu sais. Puis là, c'est juste exponentiellement pire. Ça fait des années, Maxime et moi, qu'on donne l'exemple d'un pot maçon dans lequel il y aurait de l'eau et du sable. Si on brasse le pot tout le temps comme notre esprit qui court, qui roule, si on brasse toujours le pot, le sable se mélange à l'eau et on ne voit pas clair. Et de s'asseoir en méditation, de s'arrêter un instant, de regarder par la fenêtre, peu importe ce que c'est, d'écouter des mantras, permet au sable de retomber au fond du bol et de voir plus clair, donc de voir qui on est, de voir qu'est-ce qu'on ressent, de voir qu'est-ce qu'on a envie, de quoi on a besoin. Il faut partir de là, donc de l'intérieur. C'est vrai, le slow living, c'est vraiment pas juste de dire maintenant je vais marcher pour aller au travail, puis je vais ralentir mon pas. Puis je vais avoir une garde-robe capsule. Oui, puis je vais rouler mes bobettes toutes bien cordées dans mon tiroir, tu sais. Malheureusement, c'est plus dur que ça. Mais c'est essentiel parce que sinon, tu pètes aux frettes. Tu pètes aux frettes. Puis, et du coup, la méditation, ça peut faire peur à beaucoup de gens. Puis c'est comme, hey, moi, m'asseoir là. Mais il y a plein de façons de méditer. Puis quelque chose, c'est par lequel on peut commencer. C'est juste avant de se lever le matin, comme disait un de nos professeurs de méditation, Madeleine et moi, c'est finish the job. Donc, t'as dormi toute la nuit, le matin avant de te lever, fini la job du sommeil. Donc, prends quelques minutes allongées pour juste prendre conscience de ton corps. Donc, tu dis, OK, je sens mes pieds, mes jambes, puis là, tu montes jusqu'à ta tête. Tu prends quelques respirations, puis tu observes, OK, comment je me sens? OK, je suis juste stressée ou j'ai hâte d'aller prendre mon café. Juste te poser la question, salut, tu sais, comment je me sens aujourd'hui? C'est pas long, là. Mais juste ça, c'est un super bon début pour commencer à ralentir puis voir, OK, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux prioriser dans ma vie? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si tu veux aller encore un peu plus loin, tu peux liker cet épisode, le partager, nous laisser un commentaire et n'hésite pas à aller faire un tour sur toutes nos autres plateformes. À la semaine prochaine pour transformer ta vie, un épisode à la fois.